Bonsoir et bienvenue sur Wallis et Futuna la première. Le 29 juillet dernier, la collectivité de Wallis et Futuna fêtait le 61e anniversaire de son statut. Le 29 juillet 1961, le général de Gaulle, président de la République, promulguait la loi conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. Pour les habitants de ces îles situées au cœur du Pacifique Sud, c'était l'abandon du protectorat, mais surtout l'accès à la nationalité française et l'espoir de l'ouverture sur le monde. 3400 ans d'histoire jusqu'au statut de 1961, les archéologues du CNRS avaient estimé 1400 ans avant Jésus-Christ les premières présences humaines sur ces deux îles. Le bilan de ces 60 dernières années est extraordinairement positif. L'État français a beaucoup investi. Il faut maintenant faire confiance à la sagesse d'une population qui a surmonté les épreuves de l'isolement extrême et qui a su braver les aléas du grand océan. France Télévisions et Merapi Productions présentent Wallis et Futuna, une histoire singulière, un film de Lionel Boisseau. Whakaapapatu ka inga malo takto ka taki pe mo te tahumai pe foki o te temi whelawei. I te aho fulmahiwa o suri o Kwahili, ne e whakamanatua i e uvea mo Futuna, i e te kua katoa o tau e ono fulmatahi o tona tohilao. Tohilao aia ne e whakamooni i te aho fulmahiwa o suri o te tau a whihiwangea ono fulmatahi, i te temi ne pelestai, i a senela le te kolo, i te lepu pilika whalani. Ko he toe ngā au e mauhinga, mai tona uhinga ae, ko te tohilao ae ni, ne ina awahi mai e te umatapā ki uvea ne mo Futuna, i te nofo whakamālama nei. Pea kua hilia tu tau e ononga furu e kei tau leka leka aipe. Pea mo mauhinga i a te tohilao o te tau awhihiwangea ononga furu mātahi i o tatou motu, mai tona uhinga ae e to koni lelei e te pule anga whalani ki te whakalakalaka ki mua o te terituale. Ki te katoa lewa o tona upaki pea mo ona whakamatala e tuku tonu atu i te fo i ata ae ni ne teu i maa tātou i te awhiawhi e Lionel Boisseau. Ki waru e mo ali ki whau koe nā pētaku kore atu tau hanga tau pau ke mau tā whito si pule angaha. Un roi et un préfet dans une église. Vue de Wallis, une image habituelle. Vue de métropole, une image plus singulière. Il y a plus de 60 ans, les îles de Wallis et de Futuna adoptaient un statut unique dans la République. La France reconnaissait le rôle de l'Église, le rôle de la coutume et acceptait des rois dans la République. Juillet 2021. À Wallis, une grande cérémonie est organisée. Au même moment, pour la première fois en métropole au Mans, des associations de Wallisiens et de Futuniens mettent en place une grande foire-exposition festive. La raison de ces réjouissances ? Le 60e anniversaire du statut du territoire qui a fait entrer Wallis et Futuna dans la République française. Est-ce que le roi peut nous dire pourquoi les populations des îles Wallis ont voulu devenir des citoyens français? Pour nous, la France, c'était presque le paradis, quoi. « 29 juillet 1961. Par décret, le général de Gaulle donne un statut de territoire à Wallis et Futuna.
Située à 16 000 km de la France et de Paris, dans le Pacifique entre la Nouvelle-Calédonie et les Samoa, les îles deviennent françaises. Plus de 60 ans plus tard, le statut n'a pas changé. Les trois piliers que sont l'Église, les rois coutumiers et l'État se partagent le pouvoir et gèrent la vie quotidienne. Le statut de 1961 conduit à ce que l'État respecte la coutume. Et les autorités coutumières, la coutume est une institution, un pilier de la société wallienne et futunienne. Elle a façonné son histoire et elle continue à préparer son avenir. Ce qui conduit le représentant de l'État que je suis, leur chef du territoire, à parler, à travailler avec confiance, avec respect, dans le respect mutuel, avec les rois, pour l'avenir de ce territoire, pour améliorer les conditions de vie de cette population, améliorer ses chances de développement. Et donc ce travail au quotidien, mené avec les rois, se fait dans le respect et dans la confiance. Roi, chefferie, coutume, religion catholique et État français sont donc les trois piliers de la vie de l'archipel. Conter l'histoire de ces trois piliers, c'est comprendre ce statut et la vie aujourd'hui dans ces îles. Un territoire qui est le produit d'une longue histoire, des premiers peuplements à l'évangélisation, en passant par le protectorat français. Pour découvrir ces premiers peuples, on peut se rendre près de Lyon, dans un petit musée original qui réunit des objets du Pacifique ramenés par des missionnaires. Michael Etouy est wallisien. Il connaît bien cette histoire qu'il veut partager avec sa famille. O te motu ko Formose, o te Taiwan ai te temnei, mo Madagascar. Whelawei lewa te u horong aia, o whorau waka mai ane hingai ko te kau Austronesien. O mai waka ia nātou, waka tawhaanga, o au mai nātou, o au ki uwea, pia mo futuna. Pia ko te uwaki hahaila aia tātou, ae e hingai ko te kau Austronesien, ne nātou whakahahai ia uwea mo futuna. Ils ont trouvé l'île inhabitée et se sont installés. Ces gens-là, avec un instinct de survie qui les a animés, ils sont à la fois pêcheurs, cueilleurs, tailleurs, voilà, tout ce qu'il y a pour pouvoir vivre. C'est l'illustration même de notre appartenance au peuple austronésien. On sait naviguer, on sait pêcher, on sait se débrouiller entre guillemets pour survivre. Aujourd'hui, on a une indication claire que la première arrivée de pirogues sur Wallis comme sur Futuna se fait dans un contexte régional, probablement autour de 850 avant Jésus-Christ. Alors au cours des 2800 ans d'histoire, en fait, ce qu'on a, c'est un enracinement progressif des groupes. Les premiers qui sont arrivés, probablement il y avait une pirogue, peut-être deux pirogues. Les échanges avec les îles autour ont fait que on a eu dans les premiers temps beaucoup de relations, donc des renouvellements de sang, des alliances. Puis au fur et à mesure, la population a augmenté. Les gens sont passés du bord de mer aussi vers l'intérieur des terres, ont cultivé, ont brûlé. Les gens ont développé des techniques agricoles qui étaient plus pérennes. L'histoire de Wallis est clairement influencée à partir du XIVe, XVe siècle par l'arrivée tongienne, qui va bouleverser l'organisation de l'espace, qui va bouleverser la manière de s'organiser également d'un point de vue politique et social. On a affaire à des sociétés qui sont des sociétés très hiérarchisées, c'est-à-dire que les gens qui sont en bas de l'échelle sont ceux qui travaillent le plus, et on voit que les gens avaient une attention à leur environnement qui faisait qu'ils
Ils ne surpêchaient pas, par exemple. Ils ne ramassaient pas tous les coquillages qu'il y avait. On a affaire à une pérennisation de la ressource jusqu'à l'arrivée des Européens. Bien sûr, avant l'évangélisation qui est arrivée à Wallis, qui a commencé à convertir la population, effectivement, il y avait des croyances traditionnelles et ancestrales. Ko te lotu ne e tauhe nātou ia mua te haua te kau papalangi. Ko tana tau tauhi te utaula atua. Ne more foki e he manu whekai i uvea pe ko futuna ke tupoe hana tau atorasio ki he hangela ko he anga kaikai pe ko he tafora a pe ko he tuapuhi. Ne more mau whiaonga te ume ai. Pe ana tau hangere ne taula atua rewa nātou ki te matangi. I uvea, ki te mafuike, i futuna. Pea mo ihiange pe mea o uhinga pea mo te arua hetahi o urufi, te sino o te uvea, o hamai ei, e ie te mea e tui e nātou, e tui mo wharara kia te ka uvea, i te tualangi. Ko te mea tau hingo aia, ko te u divinite. Ae, e na tau whai ki te natura, ko te matangi, ko te awha, ko te mafuike, ko te atu mea furi aia, pea mo te hake au te tai, hene ku hake te tai te mi aia. Ka hake he fuai pe au, pa ena tafi te, ko hingoare vai te ahone e foke ko te tsunami, ka ne more fei, hona maorunga, hona marohi te mi ai, ne tupuai. Une société avec des rois, une société très hiérarchisée. Une société où cannibalisme et anthropophagie sont pratiqués comme dans beaucoup d'îles du Pacifique à cette époque médiévale. Et le roi, de par son statut d'autorité suprême, avait le droit de vie et de mort sur ces sujets. On devait fournir à l'adresse du roi, au bénéfice du roi, des activités, débrousser son champ d'igname, lui apporter des vivres, du cochon, du poisson, et jusqu'à un moment donné où, entre guillemets, sur un coup de tête, on va dire ça, et puis pour sévir et puis donner l'exemple, ben, il se passait que bon, ben, on mettait quelqu'un dans le four, quoi. Mais ce sont des représailles assez significatives pour alerter la population qu'on n'a pas le droit à la contestation. Alors là, il faut bien faire le distinguo entre l'anthropophagie et le cannibalisme. Au bout du compte, c'est le même résultat. On mange un individu, un être humain. En revanche, l'anthropophagie résulte d'un culte. C'est une offrande. Ben, pour éviter la décomposition, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait conserver tout ça, on le sortait de ce fumoir pour en faire un plat. Ça, c'est l'anthropophagie. Ça relève. Alors que le cannibalisme répond à un appétit, tout simplement. C'est dans cette société tribale et cannibale que les premiers explorateurs européens arrivent à Futuna le 22 mai 1616. 2 navigateurs hollandais, Schouten et Lemaire, accostent dans l'île. Ils deviendront célèbres pour avoir été les premiers occidentaux, quelques mois plus tôt, à franchir le cap sud de l'Amérique, qu'ils nommeront Horn, du nom de leur lieu de départ. Ils ont pu accéder à l'océan Pacifique et ainsi découvrir Futuna, qu'ils ont nommé Horn aussi. Donc sur les anciennes cartes de l'archipel, on voit île de Horn, du nom de la ville des découvreurs des deux Hollandais. C'est le premier contact long d'Européens avec des populations du centre du Pacifique. Et les archéologues pensent aujourd'hui que cet arrêt de 15 jours a paradoxalement, même si ça n'a pas duré longtemps, eu une importance très forte dans l'histoire de Futuna et d'Alofi,
parce que les Européens ont échangé des vêtements, les Européens ont eu très clairement des relations sexuelles avec un certain nombre de jeunes filles futuniennes. Ils ont dansé ensemble, ils ont mangé ensemble. Les Européens n'ont pas voulu toucher au kava, mais on a eu une interaction forte. Il y a eu aussi un impact très malheureux, c'est le fameux choc microbien. Chaque fois que des Occidentaux sont arrivés dans les îles Pacifiques, ils amenaient avec eux des grippes, des rhumes, et ça a été des catastrophes démographiques. Et la plupart du temps, dans les îles, la moitié des populations océaniennes ont disparu. C'est plus de 150 ans plus tard, en août 1767, que l'explorateur anglais Samuel Wallis, après avoir été le premier Européen à aborder Tahiti, entre dans le lagon de l'île pour un séjour très court. Il n'a pas réussi à mettre le pied sur l'île principale de Wallis, qu'il a nommée ainsi, sur son bateau, à quelques kilomètres donc du littoral. Il ne reste que 2 jours dans Wallis et il ne fait que mouiller au large sans descendre à terre. Donc là, l'impact est quand même beaucoup moins important, puisqu'il n'y a pas, effectivement, où il y a très peu de risques d'apporter le choc microbien, d'apporter les maladies qui étaient acceptables dans l'Ancien Monde et qui faisaient des ravages dans le Nouveau Monde. Mais on peut penser que les Wallisiens, bien sûr, étaient déjà au courant qu'il existait des êtres bizarres, des êtres complètement différents de ce que l'on connaissait habituellement, que ce soit par les Futuniens, que ce soit par les gens de Samoa et Tonga qui avaient déjà été en contact avec le monde occidental. Le 1er novembre 1837 est une date importante pour l'histoire de Wallis. C'est l'arrivée du missionnaire mariste, le père Bataillon, qui va évangéliser l'île très rapidement. Ils étaient partis en 1836 du Havre, ils arrivent d'abord à Tonga où on leur dit non, non, c'est interdit aux catholiques, le protestantisme est la religion du roi des Tonga. Et ils arrivent ensuite à Wallis et Futuna en plein océan et ils décident de laisser donc un missionnaire à Wallis et un missionnaire à Futuna pour arrêter le protestantisme. Donc on voit que ces 2 petites îles au milieu du Pacifique ont été considérées à un moment donné comme une sorte de frontière entre l'influence chrétienne protestante et l'influence chrétienne catholique. À Wallis, ça se passera bien, puisque le père Bataillon, qui avait un caractère très affirmé, il obtient le soutien donc d'une partie de la population wallisienne et il y a une union qui se met en place entre la monarchie wallisienne et ce premier père mariste. À Futuna, le père Chanel, arrivé quelques jours après le père Bataillon, va se heurter à l'hostilité du pouvoir royal. Sa nouvelle religion fait concurrence aux anciennes pratiques. On décide de le supprimer. Le roi Niuliki, qui était donc souverain à Alo, et c'est lui qui a accueilli le père Chanel, craignait l'effervescence de cette religion. C'est du prosélytisme que le roi local craignait. La population côtoyait plus le père Chanel plutôt que lui avec ses directives arbitraires. Et donc le complot est imaginé à partir de là. Le roi Niuliki n'en est pas content du tout et il dit à son gendre Moussou Moussou « Ah, si quelqu'un pouvait me débarrasser du père Chanel ». Moussou Moussou va avec quelques guerriers et assassine le père Chanel. C'est le 28 avril 1841. Et ce qui explique que le père Chanel est considéré comme un martyr par l'Église catholique, sera d'abord béatifié et ensuite, en 1954, devient Saint Pierre Chanel, le saint patron de l'ensemble de l'Océanie. En quelques mois, les îles sont évangélisées. L'enseignement devient exclusivement catholique et la vie quotidienne est réglée par la religion et le désormais célèbre et rigoriste Code Bataillon. Il ne fallait pas être nu, donc il faut les habiller. Premier élément du code. Il ne faut pas manquer la messe, parce que tous les dimanches, c'est consacré à Dieu. Deuxième élément. Il ne fallait pas convoiter la femme du voisin, parce que ce n'était pas conforme. Il fallait que tu choisisses une personne féminine pour consacrer ta vie avec elle, et puis voilà. C'est comme ça, ainsi de suite. La chefferie, l'autorité suprême, a dit, bon ben, il ne faut pas aller à l'encontre d'une décision qui émane de l'Évangile. L'expression est si bien telle, hein. C'était une parole d'Évangile quand le Bataillon parlait.
c'était du pain béni. Donc voilà comment s'est fait cette évangélisation. Et un père, le père Padel, dira en 1852 pour Wallis, « La dernière vieille dame vient de mourir, ça y est, l'île est vraiment chrétienne. » Les missionnaires catholiques n'y sont pas allés à manu militari, sauf qu'il y a une forme douce de colonisation et ils ont diabolisé les pratiques païennes au profit de l'évangile. Le meilleur exemple étant le kava, la cérémonie du kava, puisque auparavant, lorsqu'on faisait la cérémonie du kava à Wallis, on la faisait en l'honneur des dieux anciens, et désormais, la cérémonie du kava est faite en l'honneur du Dieu des chrétiens. Le roi nous reçoit selon un cérémonial qui a toujours eu la plus grande signification politique. Cette cérémonie, au protocole savant, a subi elle aussi l'influence de la mission. Le kawa, fait d'écorce pilée, était jadis mâché par des vierges. Leur salive ajoutée à la fermentation de la mixture, qui ainsi de champagne officiel devenait un stupéfiant extrêmement efficace. Les participants au kawa, plongés après 5 ou 6 libations dans la plus sereine euphorie, votaient tout ce qui plaisait au roi. Pendant une trentaine d'années, les îles vont vivre une forme d'indépendance, loin des routes commerciales et coloniales. Futuna et ses 2 souverains, Wallis et son roi, ainsi que le clergé, se partagent le pouvoir et la gestion de la vie quotidienne dans chaque île. Donc la question qui se pose, pourquoi en 1886, la reine Amélia, qui est donc la fille aînée donc, du roi Vaimois, demande la mise en place d'un protectorat par la France. Elle avait un conseiller qui était un missionnaire, un père mariste, et il se trouve qu'à l'époque, le High Commissioner de Fidji, au nom de la reine d'Angleterre, voulait mettre le drapeau anglais sur Wallis et Futuna, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient déjà Fidji, ils avaient déjà Samoa, ils avaient déjà Tonga, donc ils pensaient qu'il fallait faire de l'expansionnisme et s'emparer de Wallis et Futuna. Et le missionnaire de l'époque, puisque les Anglais sont protestants, il y voyait un conflit possible, une influence protestante qui aurait pu arriver. C'est pour ça qu'il a poussé la reine Amélia en 1886 à faire cette demande de protectorat. Elle remonte à Paris et là, effectivement, la Troisième République accepte le protectorat. La France cherche à la fois à développer son empire colonial et puis surtout à se trouver des points à partir desquels on pourrait soit ravitailler les bateaux, soit avoir une extension plus grande que celle qu'elle a. En fait, Wallis et Futuna sont protectorat de la France, c'est-à-dire quand les souverains ont signé un accord avec la France pour s'en remettre à elle pour des questions de politique étrangère, de défense. Ils se placent sous la protection de la France. Mais ils ne perdent pas leur souveraineté locale. Et on parle souvent pour Wallis et Futuna de triptyque. Il y a d'un côté l'administration française, qui est finalement assez mince en nombre d'hommes. Il y a l'administration coutumière, les coutumiers, qui restent en socle capital de l'organisation sociopolitique de Wallis et Futuna. Et puis, il y a la mission, les missionnaires maristes qui sont vraiment très importants aussi. Donc en fait, l'administration française, on dit souvent qu'elle ne peut rien faire sans les coutumiers et sans les missionnaires. Voilà, c'est un jeu d'équilibre à 3. Pendant cette période, le territoire se développe. Un port est construit, des bateaux viennent régulièrement ravitailler les îles, la médecine progresse. À l'écart de la Première Guerre mondiale, Wallis va voir débarquer des soldats américains le 28 mai 1942. Après le bombardement de Pearl Harbor en décembre 1941, des GI s'installent en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et donc à Wallis pour contrer une éventuelle attaque japonaise. Ils seront jusque 6000 à débarquer sur une île nouvellement ralliée à la France libre.
Le général de Gaulle, au nom de la France libre, avait envoyé un bateau sur place la veille de l'arrivée des Américains en plantant le drapeau français sur l'île pour montrer qu'on n'était pas tout à fait en dehors de l'espace d'influence de la France. La présence américaine a été un séisme énorme dans ces territoires, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis aussi, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a un nombre d'Américains colossal au regard de la population locale. Donc c'est un véritable choc qui est à la fois démographique, économique, social et culturel. Donc les populations s'ouvrent à un autre monde, aux GIs américains, à la façon de vivre américaine, la diffusion du Coca-Cola, le cinéma, le chocolat, etc. Et puis, ça suscite aussi un boom économique dans la mesure où il faut bien nourrir ces soldats. Et donc, les populations locales, en Nouvelle-Calédonie comme à Wallis, profitent de l'occasion pour développer le commerce. Il y a aussi des infrastructures qui sont créées spécialement par l'armée américaine et pour les besoins de l'armée américaine. Donc, il y a vraiment un choc qui est très fort. Et il y a un avant et un après l'arrivée des Américains dans ces territoires. Pendant cette période, Futuna est oubliée, à l'écart des routes. L'île doit se débrouiller. Eva Gloanec, installée aujourd'hui en Bretagne, était jeune et vivait dans l'île. Elle se souvient de cette période difficile. Pendant la guerre, on n'avait pas à manger, on n'avait pas de vêtements. Quelquefois, on s'habillait avec des feuilles parce qu'on n'avait plus de vêtements. Les bateaux ne venaient plus. Et donc, on vivait avec les produits de la terre, faits par nos oncles et puis nos grands-parents. Tous les Futuniens sont agriculteurs, donc ils ont tous des champs de taros. On a des taros, des ignames, des capets, des bananes. Donc, on ne pouvait pas mourir de faim, Et il y avait des fruits, des manguiers, des orangers. On vivait, Une fois la guerre terminée, les Américains font des offres de services aux Wallisiens et Futuniens. Rester dans le giron français ou se rapprocher des Américains. La population va se diviser pendant plusieurs années. À la sortie de la guerre, donc la question se pose, faut-il adhérer à la France ou faut-il adhérer aux États-Unis? Parce que les Américains font des offres de services. Ils voudraient bien, ils ont les Marshall, pas loin, et ils voudraient bien étendre leur aire d'influence jusqu'à là. Les Wallisiens sont divisés. Et les deux groupes s'affrontent. C'est une guerre interne, comme il en existe dans l'histoire de Wallis, de manière régulière, donc une guerre avec des victimes. Et à la fin de cette guerre, c'est le parti français, donc le parti du grand roi Thomassi Koulé-Moetoké, qui est vraiment la figure de proue de cette histoire, qui envoie une missive au général de Gaulle au nom de l'ensemble des chefs coutumiers de Wallis et de Futuna. Et le général de Gaulle envoie lui-même son ministre, M. Soustelle, sur place pour savoir de quoi il s'agit. De Gaulle disait il y a deux petites îles qui veulent être forcées alors que les Africains voulaient être indépendants. Alors pour lui, ça lui a réchauffé le cœur de savoir que deux petites îles qui ne connaissent pas la France, qui ne parlent pas français, mais qui veulent devenir français, être des Français. Il y a eu une forme d'hésitation et puis enfin le général de Gaulle décide d'accepter l'offre des chefs coutumiers et la négociation s'ouvre sur le statut qu'on doit donner à cet archipel. Pour nous, la France, c'était presque le paradis, C'était quelque chose d'inaccessible, quelque chose de merveilleux qu'on ne connaissait pas. On avait tous envie de connaître la France. Koto tangata ai ane aonga uwane mo Futuna. Koto manato uvera te hai, whakamarope, I te u mea o whawharani a hoki e whakumai ku uwane. Taku pe ai sio ne more he tahia ne whiangai, ne whakawiki whurinato ki tangata. I tōna o wha ne whamai ku uwane. Ae ka he ki ne ko te mwhua e poro te tohara. Ne malu I peheni a e wharani, ka ne moro whukini na whakumai he umea o hangalako te mea ni. Te mwhuka ni mai a senera te koro. Ko tōmu o te mea whuri e te ule pe te mea ni. Ka nā whukila ia te whahia eia. Kei tōna whupene I tātou I tā whea.
Un statut qui se négocie dans un contexte bien particulier. À la fin de la présence française en Algérie, le général de Gaulle cherche un lieu d'accueil pour les sites d'expérimentation nucléaire. On parle de la Polynésie. Il devient donc important de s'assurer de la fidélité des possessions hexagonales dans le Pacifique. Wallis et Futuna doivent devenir françaises au plus vite. Polynésie, Nouvelle-Calédonie, les Nouvelles Hébrides, Wallis et Futuna, bon, ça fait un bloc. Et De Gaulle tenait particulièrement à ce qu'on garde ce bloc. Et aussi curieusement que ça puisse paraître, De Gaulle se lance dans la décolonisation, mais il fait tout pour que la décolonisation ne s'applique pas en Océanie. Les revendications pour un nouveau statut démarrent aussi en Nouvelle-Calédonie. En 1958, des travailleurs wallisiens et futuniens dans le nickel sont licenciés. Ils n'ont, avec le protectorat, aucune garantie sociale, contrairement aux Néo-Calédoniens. L'idée d'obtenir un statut de territoire d'outre-mer prend de l'ampleur. Négocier un nouveau statut à des milliers de kilomètres de la métropole n'est pas facile. La reine en place, Aloïsa Brial, est contre. Une alliance entre l'ancien roi et chef de district Pelenato Fluea et un candidat au trône pro-statut, Tomasi Kulimo-Etoke, va forcer la reine à abdiquer en septembre 1958. Quelques mois plus tard, Tomasi devient roi. Reste à proposer un nouveau statut. Pelenato et l'influent député calédonien Maurice Lenormand jettent les bases d'un nouveau texte de loi. Lors de la fête nationale du 14 juillet 1959 à Paris, Pelenato remet officiellement au général de Gaulle une lettre des 3 rois de Wallis et Futuna demandant un rapprochement avec la France dans le respect des traditions. La croix de Malte, sur ce pavillon, proclamait qu'il s'agissait d'un État très chrétien. Ce drapeau va faire place au pavillon tricolore. Ce roi en veston qui nous accueille aujourd'hui à son conseil des ministres, c'est le roi de Wallis. Il a demandé lui-même à ce que son royaume devienne territoire d'outre-mer d'une république distante de 22 000 km. Ses sujets l'ont approuvé par référendum à l'unanimité. Pouvez-vous crier « Vive la République » lui avons-nous demandé. Il s'est excusé. D'abord, il ne parle pas le français. Ensuite, le mot « République » n'existe pas en wallisien. Il fallait que ce statut soit rapidement mis en place. Le temps pressait pour le général de Gaulle, mais il fallait quand même prendre en compte ces populations qui vivaient dans la coutume depuis très très longtemps. Par conséquent, ils ont demandé à Monseigneur Poncet, c'est Monseigneur Poncet, donc le vicaire apostolique installé à Wallis, qui parlait très bien la langue wallisienne, qui connaissait très bien les coutumes des Wallisiens, qui a écrit un projet de loi qui mettait en avant en fait les intérêts coutumiers des Wallisiens et des Futuniens et surtout ne pas perdre la place de l'Église dans cette société insulaire. Est-ce que l'on peut dire, Monseigneur, actuellement que toute l'île est catholique? Oui, unanimement catholique. Si on parle de tous les indigènes, des Wallisiens, des indigènes, comme aussi des Futuniens, ils sont absolument tous catholiques. Il n'y a pas un seul dissident. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à la population une sorte de micro-référendum réservé uniquement à Wallis et Futuna. On a demandé donc aux Wallisiens et Futuniens s'ils voulaient faire partie intégrante de la République française et ils devaient répondre par oui ou par non à cette question. Alors ça, c'est la fiche originale du référendum. IO, on dit IO, ça veut dire oui à Wallis. Et IO à Futuna et oui à la France. C'est pour devenir citoyen français et changer de statut de protectorat en celui de territoire d'outre-mer. On a eu un vote à la russe. 99,99% de oui. Une fois que ce projet de loi a été voté par les chefs, par les rois, donc ils ont tous été d'accord à l'unanimité donc de ce nouveau projet de loi, il a été envoyé à Paris pour discuter auprès des députés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est comme ça que le 29 juillet 1961, le statut de territoire d'outre-mer a été officialisé.
ça ne pouvait devenir territoire d'outre-mer qu'après un référendum. Donc le référendum, il faut le gagner. Et pour gagner un référendum, on est prêt à faire n'importe quoi. La France a accepté de garder un certain nombre de coutumes et de privilèges, mais bon, après on verra, on s'en arrangera. On a quand même pu, à travers ce statut de 61, bénéficier gratuitement de la santé, des soins et de l'éducation, l'enseignement. Ce sont deux pôles les plus importants dans la gestion du territoire de Wallis et Futuna. Le statut donne donc une représentation à Wallis et Futuna avec un député, un sénateur et une assemblée territoriale de 20 membres. Une collectivité qui bénéficie ainsi d'une autonomie en matière de fiscalité, de douane, de droit social et de droit foncier, sous réserve de l'approbation de l'État. Une révolution qui doit beaucoup à un homme, le roi Tomasi Kulimoetoke II. Il a voulu ce rattachement à la France. Il va régner jusqu'en 2007, soit le plus long règne d'un roi dans le territoire, et accompagne la transformation du pays. C'est un honneur pour moi de savoir que mon grand-père a tenu son île et lui a donné beaucoup de choses, s'est sacrifié aussi toute sa vie pour Wallis. Puisque, en attendant, il a délaissé un peu sa famille, sa propre famille, pour consacrer tout son temps et toute son énergie et toute sa bienveillance pour sa population, son peuple et son île. Son rôle a été vraiment très important parce que maintenant qu'ils étaient citoyens, ils pouvaient circuler librement jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'était quand même assez novateur. Et qui dit se déplacer souvent, donc marquer un peu moins l'isolement et donc découvrir le monde, découvrir un petit peu ce qui se passait au-delà de cette mer qui séparait avec la Nouvelle-Calédonie. Il a quand même enlevé beaucoup d'obligations de la population. Par exemple, le fait que le souverain passe à côté de nous, tout le monde avait l'obligation de s'asseoir, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Que ce soit dans une flaque d'eau ou sur le sec, peu importe. Et beaucoup d'autres contraintes qui étaient vraiment des pratiques difficiles à supporter pour la population dans le temps. C'est quelque chose qui caractérise son règne. Durant ces 48 ans, la Véloua aura reçu à Mata-Utu un grand nombre de ministres de la République. Le 19 juillet 1979, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui vient à Wallis. Le 31 août 1986, Jacques Chirac présente ici un plan de rattrapage économique et offre le Twin Otter pour la liaison inter-îles, mais il n'est alors que Premier ministre. Commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, Tomasi Kulimoetoke avait rencontré le général de Gaulle, fondateur de la Ve République à Nouméa. Il s'est éteint le jour de l'élection du 6e président de cette même Ve République. Au mahalo fa o ngabe taku e morana he tahi a hau I te hau e whela ke toi o tonu fualoa ki te teme ane e hawa I tangarai. Pendant ce long règne, le roi a fait donc entrer son territoire dans l'ère moderne. Liaison aérienne, téléphone, alimentation, les îles sont rattachées au monde, mais les piliers du statut de 1961 n'ont pas changé. Dans le statut de territoire d'outre-mer,
il est bien stipulé que la seule religion des îles Wallis et Futuna est la religion catholique. Donc ici, le poids de la religion est vraiment très important. Hein. Cela veut dire que dans une république quand même laïque, on interdit un petit peu les autres religions à Wallis et Futuna. Aujourd'hui, on accepte d'autres religions, mais il faut demander l'autorisation du roi. Chaque année, en fin d'année, les autorités locales, et les autorités coutumières en particulier, sont invitées à l'Élysée. Et ils ne sont pas invités pour être invités. C'est-à-dire qu'en fait, cette invitation marque le renouvellement, d'une certaine façon, de l'accord qui est passé entre Wallis et Futuna et la France. C'est un renouvellement symbolique. Mais le président ne pourrait pas déroger à cette règle qui fait que les Wallisiens viennent en troupe et en habit traditionnel chaque année à l'Élysée. C'est un événement symbolique extrêmement important. Un statut qui a fêté ses 60 ans en juillet 2021 à Wallis, lors d'une cérémonie officielle qui a réuni l'État, le clergé et la royauté, comme toujours depuis 1961. Reconnaissance à la France d'avoir accepté d'intégrer Wallis et Futuna dans la République et surtout d'avoir accédé à la sollicitation d'une reconnaissance de leurs coutumes et de respect de la religion. Comme bilan de toutes ces années de fraternité avec la France, nous affirmons avec raison que nos îles sont entrées dans un développement satisfaisant et de grands progrès ont été réalisés. C'est une lecture respectueuse et responsable du statut qui permet aujourd'hui de disposer d'une gouvernance éclairée, où toutes les autorités s'expriment et décident d'une seule voix. Pour ces 60 ans, donc, je souhaite une très belle fête au territoire. Une très belle fête à l'ensemble de la population de Wallis et Futuna, dans la joie, l'unité et la paix. En métropole aussi, les Wallisiens ont fêté l'anniversaire du statut en juillet 2021 au Mans. Un moyen pour tous les exilés de montrer aux métropolitains leur attachement à la France, au statut et à leurs traditions. Alors pourquoi nous sommes présents aujourd'hui? Tout simplement pour mémorer en fait les 60 ans du statut de Wallis et Futuna. On voulait aussi rappeler à chaque Wallisien futunien qui vit en métropole, que nous sommes fiers d'être Français. Grâce à la France, des portes se sont ouvertes pour les possibilités, pour tout ce qui est la santé, pour ce qui est pour les étudiants et pour plein de choses en fait. Les rois représentent notre identité. Les rois représentent notre histoire. Les rois sont élus par l'Assemblée des grandes familles, les Aliki.
et ils sont élus, en tout cas ils sont désignés, et donc ils peuvent être démis aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas des rois à vie, et c'est surtout pas des rois héréditaires, quoi. Le roi, il a une autorité naturelle sur toute une série de sujets, mais en même temps il connaît lui-même sa propre limite. Donc en fait, les relations peuvent être extrêmement cordiales. Simplement, elles sont empreintes d'un grand formalisme. Eva Gloanec était présente lors d'une conférence pour expliquer encore et toujours, avec d'autres, l'originalité et la singularité de l'organisation des pouvoirs dans ces îles. J'ai travaillé pour le statut, j'ai aidé le délégué et les rois de Futuna à la création du statut de 1961. À Rochefort, quelques semaines plus tard, à l'occasion d'un festival de documentaires, Michael Etouy est venu partager avec des métropolitains la confection d'un four traditionnel wallisien, comme symbole de coutume toujours vivante, même loin du Fénois. L'individu, quand il vient sur Terre, quel que soit le peuple, il a des instincts de survie. À défaut de casserole, à défaut de marmite, nous qui sommes issus du peuple austronésien, eh ben, on n'a pas trouvé mieux que de contenir tout ce qu'on doit manger en une seule traite, à un seul endroit, c'est le houmou. Ça vient de nos ancêtres. À l'époque d'avant, on n'avait pas de gaz, on n'avait rien du tout. Tout est à l'ancienne. Effectivement, c'est important pour nous. Et pour les jeunes, pour plus tard. Pour ça, il faut qu'on les transmette pour poursuivre, quoi, et maintenir notre tradition. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal qui suivent le temps et ils essaient de changer. Ils ne se cassent plus la tête d'aller creuser un trou, chauffer les pierres, ramasser le bois pour faire tout ça. Maintenant, ils s'adaptent tout à la modernisation, quoi. Aujourd'hui, à Wallis et Futuna, les institutions fonctionnent toujours de la même manière, avec des spécificités qui continuent de faire du territoire un endroit à part dans la République. Le principe de la laïcité ne s'applique pas à Wallis et Futuna, ce qui fait dire que Wallis et Futuna est en France, mais pas avec tous les attributs de la République, puisque 100% de la population est catholique. Et donc, l'évêque de Wallis a un pouvoir d'influence très grand sur l'archipel. Et le préfet peut pas faire comme si ça n'existait pas, quoi. Ça, franchement, ça marche pas du tout. Donc, le préfet doit aussi, s'il veut fonctionner correctement et pouvoir avoir un dialogue avec tout le monde, il doit aussi avoir une forme d'adhésion à la culture locale ou traditionnelle et ou religieuse, puisque tout est mêlé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas l'avenir du monde que je vous la donne. On a fait en sorte que la République rentre, en poussant un peu les angles, dans le cadre wallisien préexistant. Administrer un territoire, on ne le fait pas à partir dans un bureau. On le fait parmi la population, en partageant avec la population des moments de fête, des moments de recueillement,
des moments importants pour ce territoire, qui marquent la vie de ce territoire, au plan coutumier ou au plan religieux. Et donc c'est très important pour le représentant que je suis de partager avec la population, de communier dans ces moments avec l'ensemble de la population. Bravo à vous les jeunes, félicitations. Prenez. Merci. Bravo. 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 Plus de 60 ans pour le statut, régulièrement depuis de nombreuses années, la question de l'évolution institutionnelle du territoire est posée et les avis sont partagés. Wallis et Futuna sont un peu à la croisée des chemins. Faut-il rester sur ce statut qui a 60 ans, donc à la fois il a la stabilité et ça rentre un petit peu dans la vision de la coutume qui se veut par définition durable, mais en même temps, est-ce qu'elle n'est pas un peu surannée, un petit peu dépassée ? Aujourd'hui, certaines personnes à Wallis et Futuna pensent qu'il faut garder ce statut avec quelques adaptations, d'autres pensent qu'il faut le révolutionner. Ce statut, effectivement, à 60 ans, il a peu évolué. Il a su préserver les équilibres entre les différents pouvoirs. L'État est dans une position d'ouverture, de dialogue, d'écoute. Et lorsque les acteurs locaux voudront faire évoluer ce statut, dans le cadre d'un projet consensuel, d'un projet qui assure l'équilibre entre les différents pouvoirs, bien sûr, l'État sera là pour les accompagner. Oui, on peut parler d'une évolution statutaire, mais il faut d'abord avoir un contexte politique, économique, culturel stable pour que ce soit pris au sérieux. Kita ko whakakau toko tahi au whakahatu ki a koe. Mo rau loto ki ai. Mo rau au tuani au matako. Ko te hi i te Pasifika i te atu motu ani furi e whakarongo wharani. Ko te tohi lao ani e tahi e kehe. Ko te nao hinga ae e tu uai. E to e wharani te ako. Pena to mo te whaito'o. Ka ki te atu whenu ae o whalani mo mao i heni i Pasifika. E mora whei. E whakaamua mu furi mai nei ngā tō ki te. I te whahi aia a te tōtohi lao. Nā whoki whāsi u manu i aia kua o whamai te pura o whalani ki ai. E furi whetongi te tohi lao pe puri ai. Pe tōtohi riru pe lewa ki si a whea. Territoire du Pacifique un peu à l'écart des grands bouleversements du monde, les îles Wallis et Futuna ont su inventer un mode de fonctionnement original qui allie modernité et tradition. Un exemple dans le Pacifique et dans tous les cas, une histoire singulière.